Comme toujours, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Le Burkina a conclu un accord avec le groupe privé Wagner pour suivre le Mali dans l'emploi de ses forces sur son territoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré le président ghanéen Nana Akufo-Addo. L'information n'est pas confirmée par les autorités burkinabées, mais elle n'écarte pas un rapprochement avec Moscou. Qu'est-ce qui justifie l'expansion du groupe paramilitaire russe dans le Sahel? Quelles conséquences d'un rapprochement entre Moscou et Ouagadougou? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé d'assouplir l'embargo sur l'exportation d'armes vers la République démocratique du Congo. Cette décision fait suite à 22 ans d'embargo de l'ONU à la RDC. La décision a été saluée par Kinshasa et le mandat de la MONUSCO a également été prolongé d'1 an. Cette levée de l'embargo, une victoire symbolique pour la République démocratique du Congo. Quel impact de cette levée de l'embargo dans le pays? Le développement en seconde partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Momodou Thior, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est toujours un plaisir, Daouda, et merci de l'invitation. Je salue vos téléspectateurs et mon co-débatteur. Et plaisir toujours partagé. Thior, en face de vous, M. Pape Ousmane Thiaw. Vous êtes doctorant en sciences politiques, analyste sécurité également. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, Daouda. Merci à tous les téléspectateurs. Je salue aussi mon co-débatteur. Et je reste avec vous d'ailleurs. Déjà, quelle lecture faites-vous de ce rapprochement noté entre aujourd'hui la Russie et le Burkina également? Puisque à l'issue aujourd'hui du deuxième coup d'État que ce pays a enregistré, beaucoup d'appels, surtout populaires, avaient eu lieu pour inviter aujourd'hui les nouvelles autorités à se rapprocher de Moscou. Chose faite puisque aujourd'hui il y a ce rapprochement noté entre les deux. Quelle lecture en faites-vous? Oui, alors dès le second coup d'État au Burkina Faso, j'ai d'abord vu que le capitaine Traoré a d'abord effectué un premier voyage au Mali pour rencontrer le colonel Assimi Goïta. Et c'est d'abord à cette période que je me suis dit qu'il y avait un rapprochement, disons, idéologique entre deux frères d'armes, parce que bon, le Mali et le Burkina, il y a une proximité non seulement géographique, mais aussi sur le plan démographique. Donc, le fait mais est-ce que ce n'était pas aussi une continuité, Pape Ousmane, puisque Damiba également avait fait le déplacement, avant d'être renversé, il avait fait le déplacement auprès d'Assimi Goïta. En politique et en sécurité, il y a beaucoup de symboles qu'il faut toujours regarder. Le fait qu'il effectue son premier déplacement au Mali, ça voulait dire beaucoup de choses. Donc moi, personnellement, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, cela ne me surprend pas vraiment le fait que le Burkina Faso décide à un moment donné de réorienter sa stratégie de défense et de sécurité vers d'autres partenaires autres que la France. Donc le fait de faire appel à la Russie de manière plus ou moins officielle et surtout le fait de faire appel à un fournisseur de sécurité, parce que c'est le mot juste, un fournisseur de sécurité comme Wagner, pour le fait de venir aider à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, cela renseigne largement sur la trajectoire qu'est en train de prendre le Burkina Faso, notamment la junte par rapport aux efforts de préservation de la sécurité de son territoire. Et ça, c'est important. Et par rapport à ça, Momodou Thior, est-ce que également ce rapprochement entre ces deux frères d'armes et entre ces deux pays voisins également n'a pas influé sur ce rapprochement-là avec la Russie, comme l'a bien souligné tout à l'heure M. Thiaw? En fait, on voyait venir ce rapprochement-là, parce que rappelez-vous, quand le capitaine Traoré a fait son coup d'État, il y a des manifestants qui avaient des drapeaux russes et qui annonçaient un peu la couleur pour dire à Traoré, à la limite, nous en avons marre de la coopération française qui, comme on l'a vu au Mali, n'a pas apporté en termes de sécurité les résultats probants. Donc, ce qui fait que quand le Burkina se tourne vers Wagner, oui, c'est un groupe paramilitaire, mais je pense que même le Mali, au départ, quand vous parlez de Wagner, ils disent non, c'est des coopérants russes. Donc, pour masquer la chose, le Burkina aussi embouche la même trompette, mais tôt ou tard, on saura très bien que c'est les mercenaires du groupe Wagner, comme l'a dit M. Thiaw, qui sont venus fournir de la sécurité et en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes, parce que je pense qu'en l'état, on ne peut pas reprocher au Burkina de faire appel à des gens qui vont venir leur prêter main forte. Mais moi, c'est la contrepartie qui me pose problème.
parce que quand vous hypothéquez, par exemple, vos ressources minières, surtout les ressources en or, pour payer en retour le groupe Wagner. Mais sur ce point-là, Mamadou Thior, aujourd'hui, quelqu'un comme le ministre burkinabé des Mines a démenti cette information, puisque je le disais en introduction, le président Nana Akufo-Addo a fait savoir aussi que les autorités burkinabées ont laissé une mine dans le sud du pays à Wagner ou bien à ce groupe paramilitaire russe. Une information qu'ils demandent puisqu'ils disent que dans le sud, il n'y a aucune mine qui est exploitée soit par des groupes paramilitaires ou bien même par une société russe. La seule société russe qui exploite selon les autorités aujourd'hui des mines, c'est dans le nord et c'est une société qui est là depuis plus de 10 ans. Oui, vous savez, même comme au Mali, ils sont dans le déni. Même au Mali, on a dit la même chose, qu'en retour, ils seront payés en ressources minières, surtout en ressources orifères. Donc le Burkina n'acceptera jamais que c'est en contrepartie minière qu'ils vont payer. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a un fait. Le marasme économique dans le pays est tel que moi je vois mal, parce que Wagner, c'est très cher payé. Si vous voulez que Wagner vole à votre secours, il faut avoir les moyens de vos politiques. Et aujourd'hui, quand on voit un peu la crise économique à la limite au plan mondial, il y a beaucoup d'urgences auxquelles le pays doit s'atteler pour ne serait-ce que donner à manger avec la cherté de la vie à tous les Burkinabés. Et j'ai l'impression que vous vouliez réagir. Oui, par rapport au mode de paiement, j'ai vu il y a 1 ou 2 ans qu'on parlait toujours de la manière dont le pays s'y prenait pour payer ce fournisseur de sécurité. Moi, j'ai toujours un problème avec le mot mercenaire. Je préfère le mot fournisseur de sécurité. Mais il faut comprendre une chose. Le Mali ou même le Burkina Faso, ce sont des pays d'abord souverains et qui se retrouvent face à une situation sécuritaire particulière. Maintenant, la question ne devrait pas forcément être comment est-ce qu'on les paye. Mais si vous regardez par exemple dans la Constitution du Sénégal, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les ressources naturelles du Sénégal appartiennent au peuple sénégalais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ressources naturelles d'un pays donné appartiennent à ce pays donné. Donc, que ces fournisseurs de sécurité soient payés en espèces, soient payés par virement ou même par des concessions minières pour pouvoir se faire payer, moi je n'y trouve pas forcément de problème. Pourquoi? Parce que c'est la configuration du pays, la situation du pays qui exige le fait de trouver un compromis. Mais est-ce qu'un problème ne se situe pas ailleurs, Pape Ousmane? Vous avez parlé du caractère souverain du Burkina, vous avez parlé aussi d'un fournisseur de sécurité, même si vous refusez l'expression de mercenariat. Mais en tout cas des paramilitaires comme ce groupe russe, aujourd'hui qui est un groupe privé. Est-ce que aussi ce caractère privé de ce groupe-là, pour lui confier des questions de sécurité, pour un pays souverain, ne pose pas problème? La différence avec ce fournisseur de sécurité, avec d'autres mécanismes d'intervention comme Barkhane par exemple, c'est que les Russes, ils sont là pour faire un travail bien déterminé. Et ils s'en limitent là. Ils viennent pour aider les forces armées d'un pays donné à combattre les groupes terroristes. Et ils s'en limitent là. Contrairement à ce qu'on a pu voir avec d'autres forces comme Barkhane, Takuba et... Mais là voilà. Aujourd'hui, s'il y a des exactions ou quoi que ce soit, pour Barkhane par exemple, pour ce qui concerne, si je reste avec votre exemple, Barkhane, aujourd'hui l'État français répondrait aujourd'hui de ces exactions-là, puisque c'est une mission française qui est là-bas. Mais pour ce qui est aujourd'hui de ces paramilitaires russes, ce n'est pas la même chose. Dans la mesure où jusqu'à présent, officiellement aujourd'hui, le Kremlin ne reconnaît pas de lien avec ce groupe paramilitaire appelé Wagner. Ah oui, je crois que le président Poutine est en train de reconnaître de plus en plus ses relations avec Wagner. Parce que j'ai vu, je crois avoir aperçu il y a quelques semaines de cela un article allant dans ce sens, disant que le président Poutine est en train d'officialiser, comment dirais-je, pas régulariser, mais je dirais plus affirmer et plus assumer ses relations avec Wagner comme étant un prolongement de l'influence sécuritaire russe un peu partout dans le monde, parce qu'actuellement Wagner est disponible non seulement en Centrafrique et au Mali. Et justement, il faudrait souligner une chose, c'est que Wagner n'est pas encore officiellement, parce que ce n'est pas encore officiel que Wagner est présent au Burkina. C'est juste pour le moment évoqué. J'ai vu des images de livraison d'armes et de véhicules, mais
officiellement, le gouvernement burkinabé n'a pas encore voilà confirmé pourquoi la je présence disais d'ailleurs tout à l'heure que les autorités burkinabées ne confirment toujours pas cette information. Mais le 12 décembre dernier, le Premier ministre burkinabé s'est rendu aujourd'hui à Moscou et a rencontré le vice-ministre russe des Affaires étrangères pour évoquer les questions prioritaires du renforcement des relations entre les deux pays, à savoir la Russie et le Burkina, selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Même si aujourd'hui du côté burkinabé, ils n'ont pas communiqué là-dessus, mais un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères a bien confirmé cette visite-là du Premier ministre burkinabé. Que pensez-vous aujourd'hui de ce renforcement de la présence russe, surtout dans cette région ouest africaine? Vous savez, quand vous regardez la Russie, qui est un peu mise en marge un peu de la communauté internationale, pouvoir nouer ce genre de partenariat, c'est au moins une bouffée d'oxygène. Donc vous parliez un peu du communiqué venant du côté russe. Les Burkinabés n'ont pas communiqué parce que ça arrange les Russes de pouvoir faire comprendre, surtout à leurs vis-à-vis américains, qu'ils sont en train d'avoir de l'influence en Afrique. Parce que l'avenir du monde se joue en Afrique en réalité. Et les Russes l'ont compris, les Américains aussi, avec le récent sommet États-Unis-Afrique que Biden a organisé, parce que sur ce terrain-là, c'est là où vraiment la géopolitique va se faire demain. Si nos pays en sont conscients, c'est tant mieux, surtout nos dirigeants. S'ils n'en sont pas conscients, vraiment, ce serait très regrettable. Mais par rapport... Nos dirigeants ont plaidé à l'occasion de ce sommet États-Unis-Afrique pour un siège permanent de l'Afrique au G20. Oui, le G20, d'où est exclu d'ailleurs la Russie. Donc la Russie est en train quand même d'essayer de contrebalancer l'influence américaine et occidentale de manière générale, surtout par rapport à ce qui se passe en Russie, parce que la guerre russe commence à durer aussi. Et là, c'est là où peut-être la volonté russe de venir en aide à des pays comme le Mali ou comme le Burkina peut avoir peut-être un peu des ratés, parce que ça lui coûte de faire la guerre en Ukraine avec un peu toute cette aide qui est apportée à l'Ukraine et qui résiste depuis... La guerre va bientôt faire un an, alors que pour les Russes, cette guerre-là devait être une guerre éclair. Donc c'est certes, comme le dit Tchao, Wagner, c'est des privés, mais c'est des privés qui s'appuient sur un peu la gloire peut-être jadis perdue de ce qu'on appelait l'URSS pour faire revenir un peu cette gloire qui faisait la force de l'Union des républiques socialistes soviétiques à l'époque. Et Pape Ousmane Tchao, que peut apporter Moscou aujourd'hui au gouvernement burkinabé dans cette coopération-là, surtout pour ce qui est de la situation que traverse le pays, à savoir cette lutte contre le terrorisme? Alors, moi, avant de répondre à ces questions, moi j'ai toujours une petite question, c'est-à-dire de savoir pourquoi les gens, les observateurs et les politiques refusent toujours c'est-à-dire à la Russie les privilèges qu'ils accordent par exemple aux États-Unis. Wagner n'est pas le seul fournisseur, le seul fournisseur de sécurité présent en Afrique. Il y a Halliburton. Halliburton est un Américain. Il y a Blackwater. Blackwater est présent notamment, je crois, au Somalie. Qui était intervenu aussi en Irak. Blackwater oui, et en Afrique du Sud, je crois. Donc, on a tous des documents et des preuves parlant de leurs exactions un peu partout sur les théâtres d'opération. Donc, le fait qu'il y ait encore un autre fournisseur de sécurité et qui, à un moment donné, respecte à peu près les règles de l'État dans lequel il évolue, moi, je ne trouve pas de problème. Et justement... Mais est-ce que la situation actuelle n'a pas conduit à cela? C'est-à-dire cette guerre qu'a rappelé tout à l'heure, cette guerre russo-ukrainienne, est-ce qu'elle n'a pas contribué aussi à ternir en partie aussi l'image russe? Actuellement, bien entendu, il y a une guerre médiatique, une guerre informationnelle entre l'Occident et la Russie, bien entendu. Tout ce qui vient de la Russie est mauvais et tout ce qui vient de l'Occident. Alors que si on fait une petite comparaison, Blackwater n'est pas mieux que Wagner en fait. Mais justement, pour revenir à votre question, la raison pour laquelle le Mali et le Burkina ont fait appel à ce fournisseur de sécurité, c'est parce que les solutions qui ont été appliquées depuis lors n'ont pas pu avoir les effets escomptés. Récemment, il y a quelques mois, il y a eu beaucoup de massacres au nord du Burkina Faso et avant
avant l'arrivée de Wagner, on a recensé beaucoup d'exactions, beaucoup de tueries de civils au niveau du Nord Mali. Donc l'arrivée de ces... moi, j'estime, en tant que quelqu'un qui tient à la souveraineté des États, que les États ont la latitude et la liberté de pouvoir collaborer avec n'importe quelle entité, pourvu que cette entité puisse leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et là, l'objectif, il est sécuritaire. Là, l'objectif est de faire en sorte que ces massacres au-delà de l'objectif sécuritaire, au-delà de l'objectif sécuritaire, qu'en est-il également des exactions qui sont annoncées, ou bien même de cette question de respect des droits humains, puisque même dans une guerre également, il y a des règles, il y a les droits humains qui doivent être respectés. Oui, bien entendu, mais est-ce que, par exemple, moi je vois beaucoup dans les médias, surtout les médias mainstream et les médias qui sont plutôt pro-occidentaux, qu'il y a eu des massacres de civils, qu'il y a eu des exactions au niveau des théâtres d'opération. Mais est-ce que cela est vraiment prouvé avec des images, avec des documents, quelque chose qui pourrait clairement situer la responsabilité de cette... Par rapport à cela, les seules images en tout cas qui existent ou bien qui ont été rendues publiques, et ce sont des images de l'armée française, des images filmées par un drone à Gossi, que l'armée française a choisi volontairement aussi de déclassifier. L'argument qu'ils avaient, c'est que les responsables en tout cas de l'armée française avaient servi, c'était que c'est une façon aussi de montrer des preuves par rapport à toutes les accusations dont elles sont victimes du côté russe. C'est pour cela qu'ils ont déclassifié ces images, pour montrer aussi ce qui se passe dans cette partie qu'ils ont laissée, à savoir Gossi dans le nord du Mali. Et souvent, quand on parle d'exaction, on parle souvent de tuerie de civils. Alors, ce qu'il ne faut jamais oublier dans le Sahel, c'est que c'est difficile d'identifier qui est le civil et qui est le terroriste, parce que souvent, souvent, ce sont des gens qui évoluent dans les sphères civiles. En fait, ils évoluent dans les villages. C'est difficile parfois de faire la distinction entre les véritables civils et les milices terroristes. Donc, il peut arriver, bien entendu, que des civils puissent être victimes des différentes opérations qui sont menées par l'armée régulière, mais également, il ne faudrait pas tout le temps présenter ça comme étant une exaction ou des exactions par rapport aux populations civiles. Et Thior, selon le président ghanéen et toujours Nana Akufo-Addo, les mercenaires russes sont à la frontière nord du Ghana, ce qui est particulièrement inquiétant selon lui. Je le cite encore, je crois qu'une mine dans le sud du Burkina leur a même été allouée comme forme de paiement à leur service, a-t-il ajouté. Une information bien sûr démentie par les autorités ghanéennes. Je le dis autant pour moi, burkinabé, je le disais tout à l'heure, ils ont précisé que dans le sud, il n'y a aucune mine qui est exploitée par des sociétés ou des particuliers russes, c'est plutôt dans le nord et c'est une société qui était présente depuis plus de 10 ans. Mais selon vous déjà, quelles conséquences aujourd'hui de l'expansion aussi de ces groupes paramilitaires ou de ce groupe paramilitaire en Afrique? Je rappelle que ce groupe est déjà présent en Centrafrique, ils évoluent également au Mali. Là, on parle d'une présence ou non également au Burkina. Mais quelles conséquences aujourd'hui de cette expansion de ce groupe paramilitaire en Afrique, sur le continent africain bien sûr? En tout cas, en partant du cas centrafricain, on a vu que quand même il y a une nette amélioration de la sécurité, même s'il y a des attaques de temps à autre. Mais ce à quoi on assistait quand la crise centrafricaine était à son paroxysme, aujourd'hui quand même depuis l'arrivée des mercenaires russes, Pape Ousmane n'aime pas ce mot-là, ou des fournisseurs de sécurité, comme il aime à le dire, je pense que quelque part le Mali et le Burkina se sentent fondés peut-être de suivre l'exemple centrafricain, étant donné que ces deux pays-là ont été quelque peu déçus de la coopération française. Parce qu'à la limite, ils disent que la France, au lieu de les aider à améliorer la sécurité, au contraire, elle n'a fait qu'empirer les choses à son profit. Parce que plus l'instabilité peut-être qui va perdurer, plus ça va faire l'affaire de la France. Aujourd'hui, en faisant appel au groupe Wagner, qui ont des méthodes peu orthodoxes, parce qu'à la guerre comme à la guerre, pense que maintenant, ce qu'il va lier de voir par rapport à la sortie du président Nana Akufo-Addo, il partage une frontière de toute façon avec le Burkina. Le Burkina qui fait dans le déni, mais dans les mois qui viennent, on saura
ce qu'il en est des informations. Mais par rapport à cet exemple, est-ce qu'aujourd'hui les canaux officiels n'étaient pas plus appropriés pour communiquer sur la question? Mais l'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique devant Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. Est-ce qu'il n'existait pas aussi les canaux officiels entre autorités burkinabées et ghanéennes pour aujourd'hui discuter de cette question plutôt que d'aller le faire lors de ce sommet-là, à laquelle malheureusement, ou bien à laquelle ces pays-là n'avaient pas été conviés au vu de la situation? Et c'est le même cas au sein de la CEDEAO. Ces pays-là, à cause du coup d'État, sont quelque peu exclus de ces canaux diplomatiques-là. Donc, bon, on peut critiquer quand même Nana Akufo-Addo de la façon dont il s'y est pris pour faire l'annonce, parce que je pense qu'il aurait dû peut-être savoir raison garder et ne pas le faire lors d'une rencontre, surtout hors d'Afrique. Je pense que rien ne l'empêchait d'attendre un sommet de la CEDEAO ou de l'UEMOA pour poser cette question-là sur la table. Et même si les Burkinabés ne sont pas présents, les gens, je pense, seront à même d'étudier le problème pour voir comment mieux circonscrire ce problème-là. Et on reste avec le Burkina et le Ghana. Les autorités burkinabées, à la suite de cet incident, ont convoqué l'ambassadeur du Ghana pour exprimer leur désapprobation après les déclarations du président ghanéen, bien sûr. Une sortie aussi du président ghanéen qu'ils ont qualifié d'inexacte et de grave également. Le Burkina a aussi rappelé son ambassadeur en poste à Accra pour consultation. Mais est-ce que cette affaire ne risque pas aussi d'aggraver les relations bilatérales entre ces deux pays voisins qui partagent aussi la région ouest africaine? Ok, moi je considère cette sortie comme étant plutôt malheureuse dans la mesure où cela traduit une réalité assez profonde, le manque de confiance entre les différents dirigeants dans l'espace CEDEAO. Parce que on l'a évoqué lors de précédentes émissions, la CEDEAO traverse actuellement une certaine crise de légitimité, non seulement entre ces différents dirigeants qui ne s'entendent pas forcément, mais également entre la CEDEAO et la population ouest-africaine. Donc, cette brouille diplomatique entre le Burkina Faso et le Ghana traduit cette réalité. Maintenant, le timing n'était pas le meilleur pour rejoindre M. Thior. Également, le Ghana pouvait utiliser d'autres canaux lui permettant de pouvoir communiquer sur ça de manière plus efficace. Maintenant, la brouille est consommée. Je crois qu'il y a eu une délégation du Ghana au niveau du Burkina Faso pour essayer d'arrondir les angles. Espérons, bon, je crois que les dirigeants, la junte du Burkina Faso saura plutôt être souple par rapport aux différentes négociations qui sont en cours et que ces relations pourront revenir au beau fixe parce qu'ils n'ont pas intérêt, le Ghana qui traverse actuellement une crise économique majeure et le Burkina qui traverse actuellement une crise politique et sécuritaire majeure n'ont pas intérêt à avoir des relations diplomatiques tendues. Donc je crois que ces deux pays vont se retrouver autour d'une table et essayer de trouver une solution. Les deux pays aussi qui partagent une frontière et qui partagent aussi cet espace ouest africain. Et je rappelle qu'au lendemain du deuxième coup d'État au Burkina, des manifestations aussi de soutien à la Russie ont proliféré dans le pays. Les autorités de la transition également, je le rappelais, n'excluent pas cette hypothèse de se rapprocher de Moscou. Il y a eu cette première visite du Premier ministre dans le pays. Mais est-ce que à cela aussi mêlé également cette affaire Wagner dont on parle et que les autorités refusent aussi de reconnaître face à tout cela, est-ce que également cette transition burkinabé, à l'image de celle malienne, ne risque pas de se mettre à dos aussi des partenaires traditionnels comme la France ou d'autres pays occidentaux? Alors, en Afrique de l'Ouest, il est en train de se passer un phénomène qui est assez évocateur pour la plupart des observateurs. C'est que l'influence occidentale, de manière globale, notamment la France, est en train de s'harmoniser, la France est en train de perdre énormément d'influence au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Non seulement au niveau de l'opinion, mais aussi au niveau de la plupart des dirigeants politiques qui ont compris à un moment donné qu'ils avaient non seulement le droit de trouver d'autres partenaires pour pouvoir non seulement développer leur pays, mais assurer leur sécurité, mais également qu'ils n'étaient pas forcément obligés de suivre à la lettre tout ce qui émanait du bloc occidental. Donc là, le syndrome malien est en train, selon mon observation, est en train de toucher un tout petit peu le Burkina Faso, qui est en train de voir quelles sont les voies et moyens qu'il pouvait avoir pour trouver d'autres partenaires
qui n'auront pas forcément les mêmes exigences que les Occidentaux, parce qu'on sait tous que les Occidentaux, quand ils viennent, ils te parlent non seulement de sécurité, mais d'autres questions. Droits de l'homme, ce genre de choses. Par rapport à cette question-là, ce point concernant les Occidentaux, selon vous, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette perte progressive de l'influence française, surtout dans la région ouest africaine? On a constaté déjà le cas des pouvoirs de transition. Pour le Mali aujourd'hui, les relations ne sont plus ce qu'elles étaient entre la France et le Mali, avec ce qui se passe aussi au Burkina, et aussi même l'opinion de ces pays-là, où les jeunes de plus en plus réclament aussi un changement par rapport à ces partenariats-là. Selon vous, qu'est-ce qui justifie la perte de cette influence de la France vis-à-vis de ces anciennes colonies ou vis-à-vis de ces partenaires-là? Je pense que c'est parce que la France n'a pas un peu suivi l'exemple britannique ou anglais. Parce que vous avez vu les colonies anglaises, mais quand ils ont eu leur indépendance, sincèrement, ce n'était pas une indépendance sous surveillance comme la France. La France regardait, la France était présente dans nos moindres faits et gestes, jusqu'à notre monnaie. Je pense que ça exaspère une jeunesse aujourd'hui décomplexée. La France n'a jamais quitté l'Afrique, alors que quand l'Angleterre a donc libéré ses anciennes colonies, on a senti quand même, vous faites la comparaison entre ces pays colonisés par la France et par l'Angleterre, même en termes de progrès, que ça soit sur tous les plans, ils sont devant nous. Et ils sont beaucoup plus pragmatiques que les anciennes colonies anglaises. Donc malheureusement, nous avons la malchance de beaucoup copier de la France des exemples qui ne vont pas dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, 60 ans après, si on nous parle des questions qu'on aurait pu régler lors de nos indépendances, des questions de mandat qui causent beaucoup de morts dans nos pays, je dis que c'est un vrai gâchis. Et ça aussi, la France n'a pas joué le rôle qu'il fallait. Et pour rester avec cet exemple britannique, on a constaté aussi que de plus en plus aussi d'anciennes colonies françaises, de plus en plus cherchent ou bien ont déjà intégré aujourd'hui le Commonwealth. Mais nous en sommes malheureusement ça renseigne sur mais nous en sommes malheureusement à la fin du temps pour cette première partie du débrief. Pour la seconde partie, il sera question de parler de la République démocratique du Congo et de la levée de l'embargo sur les armes. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief, Mamadou Thior, le 20 décembre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution qui retire la mention exigeant que les pays informent ses 15 membres de toute vente d'armes ou d'aide militaire à la République démocratique du Congo. D'abord, que pensez-vous de cette nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies? C'est un changement majeur, parce que là, je pense que les Nations Unies sont exaspérées, surtout par l'attitude du voisin rwandais, qui ne fait que armer le M23. Et on voit les conséquences que ça a eu récemment avec ce massacre à Kishiché, vraiment dans des conditions atroces. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, quand même... Mais tu as des accusations du voisin rwandais qu'il continue aujourd'hui de démentir jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent, le président Paul Kagame ne reconnaît pas aujourd'hui ces accusations du fait qu'il arme les rebelles du M23. Oui, Kagame a toujours nié. Et je pense que quand on fait la chronologie des événements, le M23, qui par moment reprend du poil de la bête et par moment se retire, donc on ne peut pas absoudre le Rwanda. Et là, il est avéré, parce que l'ONU a enquêté pendant 2 mois et a tiré des conclusions qui accablent le Rwanda par rapport aux armes même détenues par les rebelles du M23, parce que c'est des rebelles qui sont surarmés et qui ont pu quand même prendre toute une région à l'est du pays. Donc ça, si vous n'avez pas quelqu'un derrière, je me demande comment ils peuvent réussir à avoir détenu de telles armes. Et même les tenues qu'ils avaient, c'était des tenues toutes neuves. Donc forcément, c'est Paul Kagame et le Rwanda qui sont derrière. Et au moment où la RDC faisait face aussi à un embargo sur les armes. Oui. Les rebelles d'en face s'armaient lourdement au moment où le pays faisait face aussi à un embargo sur les armes. C'est ça que l'ONU a voulu corriger avec ce changement majeur. Parce que, même si l'armée congolaise doit être réformée, mais au moins on peut faire en sorte de leur permettre d'acquérir des armes pour aller faire la guerre.
parce qu'il y a quand même assez d'hommes, même s'il faut encore recruter pour pouvoir faire la guerre, mais en ayant les équipements minimum pour aller affronter les rebelles du M23. Allez-y Ousmane, vous vouliez réagir sur alors cette moi, question. le regain de violence que j'ai observé ces derniers mois en Afrique subsaharienne, moi j'y trouve un petit corollaire avec la guerre en Ukraine. Je m'explique. Je ne sais pas si vous suivez Jacques Beau. Jacques Beau, c'est un ancien colonel du renseignement suisse qui explique dans un de ses interviews, il a même écrit un livre où il explique que la plupart des armes qui sont livrées par les Occidentaux en Ukraine n'arrivent jamais à destination. Et qu'il a été prouvé que certaines de ces armes atterrissaient en Afrique subsaharienne. Donc si vous voyez un peu le corollaire, il y a des groupes armés, que ce soit au Sahel ou un peu plus au sud, qui se retrouvent avec des armes. Et il y a quelques mois également, le président nigérian Muhammadu Buhari avait alerté sur la même question, faisant savoir que l'Afrique subit aujourd'hui les contre-coups de cette guerre russo-ukrainienne avec des armes de cette guerre qui atterrissent en Donc, Afrique. non seulement l'Afrique va subir des contre-coups de cette guerre ukrainienne, mais aussi l'Europe, parce qu'il y aura, si ces armes n'arrivent pas à destination et se retrouvent éparpillées un peu partout en Europe, il y aura une montée de l'insécurité en Europe en fait. Et en Afrique, on se retrouve avec des groupes armés qui se retrouvent avec des armes sophistiquées de fabrication américaine, française, belge, et qui du jour au lendemain se retrouvent avec des capacités leur permettant d'attaquer les armes régulières. Moi, j'estime que c'est à peu près ce qui se passe un peu au Congo. Peut-être, bien entendu, le Rwanda n'est pas exempt de reproches, mais j'estime que l'origine de ces armes viendrait de cette instabilité sur le plan géopolitique. Mais qu'en est-il aussi du canal, puisque ces armes n'ont pas transité seules, et des armes également, le trafic des armes, c'est un trafic également qui coûte extrêmement cher, et des rebelles comme ça aussi ne peuvent pas se payer des armes aussi sophistiquées dont ne dispose même pas l'armée régulière. Donc il y a tout un canal, tout un réseau à travers lequel passe tout cela pour arriver jusqu'à ces groupes rebelles. Bien entendu, il y a un réseau sophistiqué. D'ailleurs, un des membres de ce réseau sophistiqué a été cité récemment au Sénégal. Donc vous voyez, c'est un réseau très obscur, très sophistiqué, et souvent, il y a souvent, d'après les informations dont je dispose, souvent il y a toujours l'intervention d'un État qui permet qui facilite la circulation de ces armes d'un pays vers un autre. Donc c'est assez difficile difficile de s'y prononcer, mais quand même on a des éléments qui permettent de savoir que les armes ont quitté un point A vers un point B et que ces armes permettent à un moment donné à des groupes armés de pouvoir mener des attaques. Et on reste avec cette résolution. Pour ce qui est de cette résolution de l'ONU, est-ce que cette décision n'est pas juste symbolique? Si l'on sait que le Conseil avait décidé également depuis 2008 que les restrictions sur les armes qu'ils avaient imposées aujourd'hui à tous les États par la résolution 1493 de 2003 ne s'appliqueraient plus à la République démocratique du Congo. Donc est-ce que cette nouvelle décision n'est pas que symbolique également? Puisque cette décision ou bien cet embargo s'appliquait plus aujourd'hui à ces fournisseurs d'armes, à ces exportateurs d'armes, mais pas à l'État en tant que tel. La résolution avait d'abord pour but avait d'abord pour objectif d'un peu pacifier le territoire congolais, parce qu'on s'est rendu compte que de la fin des années 90, que durant les années 90 jusqu'à la fin des années 2010, le territoire faisait l'objet de plusieurs troubles armés. Une poudrière. Oui, une poudrière. Donc cet embargo, l'objectif était vraiment de réduire la circulation de ces armes sur le territoire congolais. Maintenant, bien entendu, embargo ne veut pas dire fourniture d'armes par des voies contournées, par rapport au marché noir. Donc il y a eu toujours circulation d'armes. Et maintenant, peut-être que la raison pour laquelle le Conseil de sécurité a décidé de lever cet embargo, c'était peut-être de permettre à l'armée régulière congolaise de pouvoir bénéficier d'un soutien, bon, pas de soutien, mais de pouvoir bénéficier d'armes, disons, par voie légale, afin de pouvoir faire face à la menace au niveau de l'Est du Congo. Et cette République démocratique du Congo qui faisait face en tout cas à cet embargo de l'ONU sur les armes depuis 2000, afin d'aujourd'hui pacifier l'étendue du territoire, comme Pape Ousmane Thiaw l'a rappelé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, est-ce que cet embargo a donné les résultats escomptés 22 ans après, surtout au vu de la situation actuelle que l'on voit dans le pays? Non, du tout, parce que l'instabilité
à l'est de la RD Congo renseigne un peu sur l'échec de cet embargo-là. Je pense que quand on voit comment les différents groupes armés tiennent un peu cette partie du territoire congolais, ça montre qu'aujourd'hui, la communauté internationale est consciente que la solution passera forcément par un réarmement des forces de défense et de sécurité de la RD Congo. Parce que, bon, les gens ne vont pas faire la guerre à leur place. Et là, je pense que aujourd'hui, en leur permettant d'acquérir des armes pour pouvoir défendre le territoire, parce que c'est ça aussi l'objectif des forces armées, c'est défendre l'intégrité du territoire. Mais la question est de savoir est-ce que par rapport aux rebelles de M23, ils ne sont pas en retard. Parce que quand on regarde un peu la situation aujourd'hui et comment ces rebelles-là sont surarmés et les territoires qui sont conquis, je pense qu'il faudra se réveiller de très tôt pour pouvoir bouter le M23 de l'est du territoire. Parce que aussi, l'autre paramètre à prendre en compte, c'est les richesses minières. Parce que ce pays-là, il faut le dire, pourquoi cette instabilité à l'est? Parce que des voisins comme le Rwanda profitent un peu des ressources du sous-sol congolais. Pas que le Rwanda, c'est le Rwanda qui est le plus cité, mais l'Ouganda et d'autres pays voisins également sont cités dans cette affaire-là. J'ai dit les voisins, c'est l'Ouganda, c'est les autres, parce que bon, comme c'est un pays vaste comme le continent africain, vous voyez, quand on quitte Kinshasa à l'ouest pour arriver de l'autre côté, c'est plusieurs heures en avion. Donc c'est un pays immense, peut-être très difficile à diriger, mais je pense qu'aujourd'hui, comme les Nations Unies ont permis à la RD Congo de pouvoir acheter des armes, on doit pouvoir être optimiste par rapport à peut-être au retour de la paix, qui ne sera pas quelque chose de très très facile. Parce que là, les M23 on reste avec l'impact de cette décision par rapport à la lutte contre le M23. Depuis son retour courant 2023, ce mouvement appelé M23 constitue la principale cible des autorités congolaises et même de la MONUSCO aujourd'hui. Ces rebelles ont accentué leur offensive en octobre, s'emparant aujourd'hui de larges pans du territoire au nord du Goma et chef-lieu aujourd'hui du Nord Kivu. Mais est-ce que cette décision des Nations Unies, cela pourrait changer aujourd'hui le rapport de force, surtout militaire, face au M23? Si ça ne change pas le rapport de force, on risque d'assister à la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila à la fin des années 90. Il est parti de cette partie du pays pour aller renverser le président d'ailleurs Mobutu Sese Seko. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand même, bon an, mal an, la RD Congo a un peu repris sa marche démocratique avec ces fameuses élections. Et à l'époque aussi, aidé par comme si l'histoire bégayait, aidé autant pour moi, par des groupes rebelles rwandais. Absolument, oui. Et quand on voit un peu l'année prochaine, en 2023, il y aura les élections et le président Tshisekedi doit remettre son mandat en jeu. Mais avec cette instabilité-là, je pense qu'il faut aller vite, parce que s'ils ne le font pas, ça veut dire que le M23, les territoires conquis par le M23, c'est sûr qu'on ne pourra pas organiser des élections, et c'est quand même de vastes territoires. Et aujourd'hui, M. Thiaw, une bataille gagnée, une injustice réparée, a déclaré sur les réseaux sociaux le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya, après l'adoption de la résolution onusienne. Selon lui, la levée de la notification sur les armes est un pas significatif qui va nous permettre de monter en puissance dans la défense de notre territoire. Je le cite. Donc, selon vous, quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette levée de l'embargo sur les armes face à la situation aujourd'hui que traverse le pays, surtout la situation sécuritaire? Il faudrait d'abord rappeler que le territoire du Congo est très difficile à gérer. Il y a certains pans du territoire congolais qui sont très difficiles d'accès parce qu'il y a la forêt d'abord, il y a les cours d'eau, les montagnes et tout ce que vous voulez. Donc c'est très difficile pour l'armée, les forces de défense et de sécurité d'y accéder d'abord, et surtout quand il y a des rebelles qui se réfugient à ce niveau. Maintenant, l'embargo a fait que l'armée régulière avait toujours des difficultés sur le plan logistique et opérationnel pour intervenir dans certains endroits, notamment le nord et le sud Kivu.
Et surtout, si vous voyez bien, les conflits, les zones de violence sont toujours localisées dans les endroits où il y a énormément de ressources naturelles. Donc, et ça, c'est assez indicateur par rapport à l'objectif du M23. Cette partie est du Congo est la partie la plus riche d'ailleurs en termes de ressources naturelles. En termes de ressources naturelles. Donc c'est une partie qui est disputée non seulement entre le pouvoir et les rebelles, mais aussi il y a l'ingérence d'autres pays, de pays voisins et même d'autres pays. Hein, donc, ça peut être des pays peut-être occidentaux et autres. Donc maintenant, le fait que l'embargo soit levé, cela va permettre bien entendu au Congo d'avoir les mains, il y avait les mains liées, maintenant d'avoir les coups de franche pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour se réarmer d'abord et ensuite pouvoir mettre sur place une stratégie efficace de défense de son territoire. Maintenant, cela ne veut pas forcément dire qu'il y aura apaisement. Parce que quand on dit que l'armée congolaise va se réarmer, ça veut dire que l'armée congolaise va encore attaquer, faire la guerre. Donc attendons-nous aux prochains mois à de violents combats entre armées régulières. Si on reste sur le point du réarmement, tout à l'heure vous aviez parlé de la question de la circulation aujourd'hui des armes et de l'impact géopolitique qu'un conflit ailleurs pouvait avoir aussi sur le continent. Je rappelle qu'une organisation comme l'Union africaine aujourd'hui avait une résolution pour faire taire les armes à l'horizon 2020. On est en 2022. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie que cette question pose toujours en tout cas problème, cette question de la circulation des armes, pas que les armes légères, mais même les armes lourdes. Qu'est-ce qui fait que c'est toujours un problème en tout cas à maîtriser par nos États? Tout simplement parce que c'est une des conséquences, selon moi, c'est une des conséquences de la mondialisation parce qu'à un moment donné, on ne peut pas, à travers les différents moyens de communication disponibles, à travers les différents mécanismes disponibles, aussi bien au niveau des gouvernements qu'au niveau des groupes obscurs, il est difficile d'avoir une mainmise et un contrôle effectif sur ce qui se passe et sur tout ce qui se fait. Donc c'est ce qui justifie à un moment donné que les armes légères comme lourdes continuent à circuler un peu partout en Afrique, malgré les sanctions, malgré la surveillance et malgré les différentes collaborations entre les différents États pour pouvoir lutter contre ce fléau. Maintenant, l'UA avait fixé comme objectif la date de 2020. Maintenant, peut-être qu'il faudra repousser ça en 2030 parce que pour le moment, aussi bien au Sahel qu'au centre de l'Afrique, on dirait que l'objectif n'a pas été atteint. Maintenant, il faudra bien entendu collaborer davantage entre pays avec une collaboration bien entendu sincère et qui met sur la table les différentes préoccupations des différentes parties et surtout faire en sorte que les conflits intra-étatiques puissent trouver des solutions, disons, endogènes. Parce que les rebelles du M23, ils se battent, ce sont souvent des Congolais, peut-être avec d'autres nationalités, mais ce sont principalement des Congolais, et ont des revendications qui peuvent, à un moment donné, être mises sur la table pour être discutées entre différentes parties. Donc c'est ça mon... Et au-delà de ces rebelles du M23 et de la question de cette résolution Thior, après la levée de cette restriction de l'Organisation des Nations Unies, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aller vers une réforme aussi de cette force des forces armées aujourd'hui de la République démocratique du Congo, puisque c'est une armée également qui est souvent décriée dans son fonctionnement et dans sa façon de faire. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller aussi vers une réforme des forces armées de la RDC? Tout à fait, et je pense que les autorités actuelles congolaises en sont conscientes. On voit que la solidarité sous-régionale fonctionne parce qu'il y a un contingent venu du Kenya, mais je pense qu'on doit faire davantage d'efforts dans cette coopération entre États, parce que moi je pars toujours du paradigme qu'on ne doit rien attendre des Occidentaux si nous, Africains, nous ne sommes pas capables de nous défendre. Parce que regardez la CEDEAO, qui est peut-être l'organisation sous-régionale la plus aboutie en termes de coopération, vient de décider de mettre en place une force pour lutter contre les coups d'État. Les coups d'État qui peuvent être dus à des troisième mandats ou à une gouvernance qui ne répond pas aux attentes des populations. Donc là, il semble s'attaquer plus aux conséquences qu'aux causes de ces situations. Absolument. Et ça aussi, je pense que c'est à repenser. Mais je pense que l'expérience de la CEDEAO peut servir pour les autres entités sous-régionales. Parce qu'on a vu du temps du Libéria avec un peu les Comores qui allaient vraiment ramener la paix. Je pense que les forces armées africaines doivent pouvoir s'entraider. Parce qu'il ne sert à rien, je le dis toujours, de les entretenir à peut-être rester
dans les camps militaires. Mais est-ce que cette force il est payé pour aller faire la guerre. Mais est-ce que cette force dont vous avez parlé tout à l'heure aussi n'est pas dans cette logique-là? Puisque je le rappelle, certes c'est une force anti-putsch comme ils l'ont appelé, mais c'est une force aussi pour lutter contre le terrorisme, puisque beaucoup de ces pays de la zone ouest africaine font face à la menace terroriste. Et c'est pourquoi, dans ce sens, cette force, ça doit faire tache d'huile ailleurs, en Afrique centrale, comme c'est l'objet du débat en RD Congo. Ça ne doit pas être que le Kenya, qui est presque de l'Afrique de l'Est, qui doit venir. Où sont les voisins de l'Afrique centrale? Les voisins immédiats, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, tous ces gens-là qui ont des armées, quand même le Gabon qui ont des armées, qui sont à même de venir aider le grand voisin congolais. Mais aussi, au-delà du voisinage, aujourd'hui en termes militaires ou stratégie et autres, quand un pays s'engage dans une guerre ou dans un conflit, il faudrait qu'elle y voie aussi ses intérêts ou bien qu'elle se sente concernée par ce conflit ou cette guerre-là. Est-ce le cas aussi dans cette situation avec les voisins dont vous parlez qui doivent s'impliquer par rapport à la résolution ou bien par rapport à des solutions? Mais si la RD Congo est déstabilisée, le Congo qui est à... le fleuve sépare les deux pays. Le Congo-Brazzaville est menacé. N'en parlons pas des autres voisins gabonais, parce que souvent, même la Centrafrique, tous ces pays ont intérêt à coopérer militairement pour circonscrire la menace. Voyez-vous, quand la Centrafrique était instable, comment les voisins sont venus en aide pour ramener un peu la paix bon an mal an. Donc je pense que c'est cet esprit-là qui doit toujours prévaloir. Essayer de faire jouer la solidarité entre Africains avant de penser peut-être aux Américains ou aux Russes. Allez-y, papa. Et ça, c'est un peu difficile. Hein? Bon, ce que vous venez d'expliquer, c'est vraiment salutaire, le principe de solidarité entre différentes armées, notamment voisines. Mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'un militaire, il est toujours plus motivé pour défendre son territoire, le territoire dans lequel il vit, c'est-à-dire un militaire sénégalais est toujours plus motivé quand il s'agit de défendre les limites du territoire sénégalais que lorsqu'il s'agit par exemple d'aller défendre le territoire de la Gambie ou de la Guinée-Bissau. Bien entendu, on a vu en 1998, je crois, l'intervention de l'armée sénégalaise en Guinée-Bissau, mais il est toujours plus facile pour un militaire d'intervenir sur son territoire et d'avoir là je parle de psychologie militaire, que pour lui il est toujours sa mission, son sacerdoce, c'est toujours de défendre son territoire et son pays et son drapeau, vous voyez un peu. Donc bien entendu, et il faudra justement faire un travail de fond, un travail disons je dirais intellectuel, de réflexion qui va pousser les différents États à collaborer davantage sur le plan militaire. Surtout lorsque un État proche voisin se sent en difficulté ou en danger par rapport à des groupes terroristes ou à des groupes... Et comment renforcer cette collaboration militaire entre les États? Oui, mais en faisant jouer, prenons le cas de l'Afrique de l'Ouest. Sur nos cartes d'identité, c'est espace CEDEAO. Ça veut dire, pour moi, la frontière, c'est au Nigeria. Donc ça doit être pareil pour le militaire, qui doit ne plus voir la frontière avec le Mali comme notre frontière, mais la frontière avec le Nigeria. Ça veut dire tout ce qui se passe dans tous ces pays, Mali, Burkina, mais le militaire doit se sentir partie prenante. Parce qu'aujourd'hui, nos pays pris individuellement ne pèsent absolument rien du tout. Mais quand on prend entité CEDEAO, c'est là où nous commençons à peser. Et c'est ça qu'il faut d'ailleurs encourager, la libre circulation des personnes et des biens. Malheureusement, quand vous voyagez dans la sous-région, il y a beaucoup de tracasseries qui font de sorte que les gens ne se sentent pas ouest-africains, mais se sentent plus sénégalais que ouest-africains. C'est ce travail de fond qu'il faudrait faire. Cette levée du régime de notification et les résultats aujourd'hui de plusieurs mois d'offensive également diplomatique de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a été soutenu aussi par certains membres du Conseil de sécurité, comme la Russie ou bien la Chine, au niveau de ce conseil-là. Ils ont plaidé pour arriver en tout cas à la fin de ce régime aujourd'hui de notification. Mais est-ce que aussi la guerre diplomatique avec le Rwanda n'a pas porté ses fruits? Est-ce que ce n'est pas dans cette continuité-là aussi qu'ils en sont arrivés à cette décision? Non, moi suivant l'évolution politique et même économique du Congo ces dernières années, je me suis rendu compte que le Congo a
commence depuis quelques années à avoir un poids non négligeable sur l'échiquier non seulement africain mais mondial, dans la mesure où je crois qu'il y a eu d'énormes découvertes de pétrole au niveau du Congo. Et lors du sommet sur le climat au Canada, je crois, et même en Égypte, le cas congolais s'est posé. À un moment donné, ils ont parlé d'exploitation, du fait d'exploiter cette manne pétrolière tout en respectant la préservation de l'environnement. Et le Congo, à un moment donné, s'est positionné comme étant réceptif par rapport à toutes ces recommandations, mais et en contrepartie aujourd'hui, ce que propose le Congo aussi, c'est dans le domaine des crédits carbone. Absolument. Puisque c'est un pays forestier également, qui a une zone, qui a une importante partie de couvert forestier. Donc en retour, ce sera la question de ces crédits carbone également, en retour de l'exploitation de ces ressources pétrolières dans le cadre de sa transition écologique. Donc, au vu de la configuration géopolitique et des exigences au niveau climatique, le Congo a un rôle non négligeable à jouer. C'est pour cela que l'offensive du Congo sur le plan international, notamment au niveau de l'ONU, a porté rapidement ses fruits. Et cela passait justement par le fait de délier ses capacités en fourniture d'armes pour pouvoir faire face aux soucis de protection des limites de son territoire, en fait. Donc, c'est ça le principal aspect à analyser. Et par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je rappelle que la rencontre appelée Pré-COP aujourd'hui, des pays les moins avancés que regroupent les pays africains et les autres pays les moins avancés aussi, cette Pré-COP, après aussi la rencontre de Dakar, cette pré-COP s'est tenue à Kinshasa avant de préparer cette COP27 qui s'était tenue en Égypte. Ça renseigne sur l'importance que joue la RD Congo, parce que la vaste forêt congolaise permet de séquestrer beaucoup de carbone. Je pense que les autorités congolaises en sont conscientes face à la communauté internationale, parce que l'Afrique ne pollue pas. Quand on voit en termes de pourcentage, c'est quoi? Peut-être moins entre 3 et 4%. Et on sait que les pays occidentaux comme les États-Unis et la Chine sont les plus gros producteurs. Donc la RD Congo s'est positionné en sauveur de la planète. Et d'ailleurs, ce que réclamait aujourd'hui la RD Congo sur cette question de leur forêt, c'était aujourd'hui plus d'équité et de justice climatique. Puisque aujourd'hui, dans un pays comme le Congo, qui a un important couvert forestier, le crédit carbone aussi n'était pas acheté au même prix que dans un pays européen. Aujourd'hui, le crédit carbone pouvait être acheté aujourd'hui à 100 € ou bien à 100 $ dans un pays européen et à 5 ou 10 $ dans un pays congolais. C'est une injustice d'ailleurs qu'ils ont demandé à corriger. Présentement, ils sont arrivés en accord avec d'autres PMA, d'autres pays comme le Brésil ou bien l'Inde par rapport à l'harmonisation de leurs produits prix de crédit carbone, autant pour moi. Et de ça aussi, ça a été une avancée dans le cadre de cette revendication-là. Il y va de l'avenir du monde que les gens puissent réparer cette injustice-là. Parce qu'aujourd'hui, regardez les changements climatiques, l'impact que ça a dans nos vies. Donc, ça fait beaucoup de morts à travers le monde, vraiment des inondations à des périodes de l'année où on n'attendait pas des inondations. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Occidentaux ont pris conscience qu'il faut être juste parce que si le poumon vert de la vaste forêt congolaise quand même arrive à absorber assez de carbone, je pense que même ça peut beaucoup jouer sur l'avenir de ce monde-là, parce qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à infléchir cette courbe ascendante en termes de pollution, ça veut dire que nous n'avons pas d'avenir sur la planète. Donc de voir comment aussi le Congo pourrait aider à faire face à ce dérèglement climatique-là. Juste une dernière question avant de finir par Ousmane Thiaw. La MONUSCO aujourd'hui, son mandat a été prolongé d'une année. Vous déjà, quelle lecture aujourd'hui de l'impact de cette mission onusienne aujourd'hui en République démocratique du Congo? Je rappelle que la MONUSCO est beaucoup décriée aussi dans le pays par des Congolais. Selon vous, quel impact de cette mission dans le pays? La MONUSCO souffre des nombreuses critiques qui sont faites à l'égard des missions des Nations Unies un peu partout sur les théâtres d'opération. Ce sont les mêmes reproches qui sont faits à la MINUSMA et ailleurs. Vous voyez, donc il y a eu, je me rappelle, des mouvements de contestation par rapport à la présence de la MONUSCO au niveau du Congo. Ça a découlé sur des victimes. Et voilà, le mandat a été prolongé, mais cela ne veut pas forcément dire que l'efficacité de la MONUSCO sera
décupler. Bien entendu, il y aura toujours les mêmes obstacles, il y aura toujours les mêmes tares qui vont entraver l'action de la MONUSCO. L'idée est toujours bonne, mais l'applicabilité malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Des obstacles à surmonter, plus d'efficacité également pour mieux sentir aujourd'hui cette mission onusienne en République démocratique du Congo. Je rappelle que nous recevions M. Pape Ousmane Thiaw, doctorant en sciences politiques, également analyste défense et sécurité. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Sow. Merci également à un confrère, M. Mamadou Thior, journaliste, analyste politique. Merci d'avoir aussi été avec nous. Merci beaucoup, Daouda. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.